Bonsoir et bienvenue sur le site d'espionnage de Google. Vous fans de cash qui suivez notre émission, oui, bienvenue sur YouTube pour notre premier live sur la plateforme. C'est Pierre qui est au micro pour ce Late Night Racers consacré au special event Hell in a Cell. Et ils sont là, ils sont beaux, ils sont nombreux, plutôt nombreux, et ils sont prêts pour rentrer dans la cage et en sortir avec brio. Ce sont mes acolytes du soir. Tout d'abord, celui dont la région va être fusionnée avec la Lorraine pour faciliter la tâche des Allemands, c'est Sébastien. Salut à toi. Salut, bonsoir à tous également. Vous noterez que je ne relève même plus les vannes sur l'Allemagne, hein, à force, ça me passe au-dessus, mais c'est gentil quand même d'avoir tenté ce petit truc. Celui qui considère que vu qu'il n'y a qu'une seule cage, il faut dire Hell in the Cell, c'est Renaud. Salut Pierrot, salut tout le monde. Ouais, je vais le dire tout le long du podcast. Ah parce ouais, que c'est voilà, Hell in the Cell, c'est ça l'importance de la cage, c'est the Cell. Évidemment. Eh oui. Celui dont la recherche d'un camarade pour son cosplay d'Edge et Christian à Bercy est toujours en cours, c'est Brousty. Oui, salut. Alors là, oui, c'est sûr que j'ai accusé le coup là hier de pas être avec Christian, mais bon, je l'enlèverai. Et de préférence, s'il vous plaît, venez en Edge parce que Brousty fait 1m70, pardon, donc il faudra plutôt faire le plus grand des deux. Voilà. Ouais. Je suis plutôt Marc-Henri à vrai dire aussi, niveau gabarit. Bon. Tu vas travailler ça. Ensuite, l'homme à la pilosité équivalente à ce gère George The Animal Steel, c'est Thierry. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va super, comme toujours. Bon. On avait normalement notre petit Kevin qui devrait arriver bientôt, et voilà, hein, le fils illégitime de Marcel Pagnol n'est pas encore là, donc on va le laisser un peu arriver. C'est la magie du live, ça. C'est la magie du live, oui, tout est possible, tout est réalisable. Donc nous voici réunis pour plonger en enfer, et Sartre disait l'enfer c'est les autres, et ce soir l'enfer c'est une cage. Mais avant ça, il y a un jingle. Nous revoici donc et on va rentrer directement dans la cage, mais juste avant ça, je me permets de vous rappeler que tout au long du pay-per-view, vous pouvez interagir avec nous via le hashtag WR Live ou sinon directement en commentaire sur YouTube, on vous lira et puis on réagira en direct. Avant, on a pris à l'habitude de commencer par là, il y a un kick-off. Et donc ce kick-off, c'est Mark Henry qui bat Bo Dallas en 36 secondes. C'est magnifique. Hein. Je rectifie juste, c'était Bo Oui, Washington ce soir-là. Parce qu'en fait, vu que le pay-per-view est à Dallas, il a dit oui. j'ai un peu honte du coup Washington. Ah oui, Bo Washington, évidemment, oui. Voilà, l'intelligence du gars est hors norme. Voilà. Et avant ça, on a eu le droit aussi à un segment Miss Do TV, vu que maintenant il y a Miss Do. Donc entre Miss Do et The Miz qui s'auto-congratule et avec Sheamus qui vient interrompre tout ça et faire un petit trailer de ce qui va se passer ce soir, c'est-à-dire un brogue kick dans la face. Je vais demander à Thierry de parler de ça. Honnêtement, comme j'avais parlé à propos de Night of Champions sur l'histoire des doublures, que je détestais ça, je n'ai pas non plus aimé cette promo, même si ça permet de lancer, une toute dernière fois une petite promo avant la rivalité. Donc, je n'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que, Sheamus est toujours au top, mais je parlerai à propos du match, pas au niveau de la promo. Brucey, sinon. Ouais, après c'est sûr. Moi j'ai regardé donc comme d'habitude une pleine heure entre minuit et 1h avec le panel comme d'hab. Il y avait quand même Paul Heyman, donc ça rajoute toujours un peu de sel. Surtout qu'à un moment il y a eu une grosse éclate avec Booker T et son fameux Chucky machin chose là. Donc Heyman il se demandait c'est quoi ce bordel. Voilà, c'était assez marrant ce moment-là, c'était assez culte. Ça a bien duré 5 minutes. C'était Chucky Quack Quack. Voilà. Non mais je veux pas botcher, c'est pour ça. Chucky Ducky Quack Quack. D'ailleurs, ça avait fait train utopique à ce moment-là. Oui. Et puis voilà, sinon rien d'autre intéressant. Sinon, est-ce que vraiment le kick-off a encore un intérêt? Sous cette forme, je dirais que non, surtout que c'est beaucoup trop long, hein, 1 heure. Ça fait de la promo des matchs et c'est tout. Hein.
C'est que de la parlotte en fait. Il y a même plus de voilà. Si éventuellement il y avait des matchs, des choses intéressantes à montrer, mais là c'est que de la parlotte quoi. Et comme dit Brousti aussi, c'est de la promo quoi. Enfin, c'est que de la parlotte qui est FM, hein, parce que nous ici on fait que de la parlotte aussi. On va éviter d'éviter des émissions, de critiquer les émissions qui font de la parlotte, hein, parce que C'est vrai Ah, qu'on mais est sur ça, le c'est panel sûr, nous c'est pas aussi. pareil. Oui. oui, mais nous on a un meilleur panel, hein, évidemment. Donc voilà. Bon, on va rentrer directement dans le show, hein, avec un premier match qui était un match qui a été annoncé à SmackDown juste avant le pay-per-view. C'était Dolph Ziggler contre Cesaro en 2 out of 3 falls match pour le titre intercontinental. Et Dolph Ziggler a battu 2-0 Cesaro en 12 minutes et 19. Renaud, qu'as-tu pensé de ce match? Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un très bon combat entre les deux, même si je reste persuadé que ça aurait pu être encore mieux vu le potentiel du match et vu les deux catcheurs. Je pense qu'un 2 out 3 falls aurait pu taper à la fin de l'année le top 5 ou le top 10. Là, ça reste un bon match, mais même un très bon, mais je pense que ça aurait pu être encore mieux. Bon, après la première manche, elle est assez rapide. La deuxième est pas mal, elle a duré pas mal, et plus ça avançait, plus je me disais que ça allait faire 2-0 parce que Cesaro il était trop à la domination, et la deuxième manche durait beaucoup trop longtemps pour qu'il y ait un troisième fall, à moins que le troisième soit vraiment trop court. Donc je m'attendais à ça. J'ai beaucoup apprécié le travail de Cesaro sur le deuxième fall, avec notamment la superplex assez superbe qu'il a réalisé sur Ziggler juste après une soumission où Ziggler il avait pris en collier, puis s'était fait contrer avec la souplesse arrière. J'ai bien aimé aussi l'enchaînement de Ziggler sur la fin, de terminer avec un super kick puis le zigzag. Je trouve que c'était bien fait. Après, bon, c'est pas du niveau du dernier 2 out of 3 falls qu'on a eu en pay-per-view en 1 contre 1 qui était, je dis en 1 contre 1 parce que récemment on a eu aussi les Wyatt contre les Usos, mais le dernier 1 contre 1 en pay-per-view c'était en 2012 à Extreme Rules Entre Daniel Bryan. Ouais, c'est ça, Sheamus et Bryan qui était vraiment excellent. Et je crois que ça avait duré un peu plus de 20 minutes d'ailleurs. Ce que je voulais dire aussi, que c'est pas la première fois qu'un 2 out of 3 falls se déroule pas sur 3 manches. C'est assez rare, c'est vrai. Mais j'ai souvenir en pay-per-view d'un Ric Flair contre Mick Foley, c'était à Vengeance 2006, où ça avait fait 2-0 pour le Nature Boy. Seb. Ouais, bah, on a pu noter que Cesaro a suivi le conseil de Steve Austin qui lui demandait d'améliorer son look. Et finalement, ça lui a pas servi à grand chose puisqu'on a vu qu'il a perdu de manière assez nette 2-0. D'ailleurs, je suis assez étonné qu'il ait perdu de cette manière. Je pensais qu'il voulait le minimum crédibiliser un petit peu Cesaro avec un point au moins dans ce match. Les 2-0, j'avoue que je suis pas super fan dans ce genre de stipulation, parce que ouais, je pense que c'est le moment de mettre un peu plus de tombées, en profiter justement. Là, les 2-0, ça tue un petit peu l'adversaire. Donc c'est juste un peu dommage de ce point de vue-là, mais sinon, ouais, comme l'a dit Renaud, hein, c'est un bon petit match entre deux catcheurs qui savent très bien travailler ensemble. Bon, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On va continuer un petit peu en parlant du fait que Ziggler risque d'être dans le match traditionnel pour les Survivor Series. Du coup, il n'y aura pas de défense de titre, hein, évidemment. Et du coup, quel avenir pour Cesaro? Parce que Cesaro s'est quand même pris un 2-0 assez sévère. Et qu'est-ce qui pourrait devenir Thierry? Cesaro, c'est vrai que bon, le fait qu'il ait perdu le match, ça l'a un petit peu décrédibilisé, mais il a quand même montré son talent une fois de plus dans un pay-per-view. Je dirais limite que les deux ont volé le show parce que je me suis régalé du début à la fin, même si les autres matchs m'ont plutôt plu. Je me suis jamais autant régalé dans ce pay-per-view avec ce match-là. Quel avenir pour Cesaro? Je ne sais pas vraiment. Éventuellement un nouveau match pour le titre, mais déjà qu'il a eu un match contre Sheamus et Night of Champions, qu'il ait perdu le titre. Là, c'était contre Ziggler et une fois de plus, il a perdu. Donc, à moins de commencer une nouvelle rivalité avec un autre catcheur, je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait continuer, quoi. D'accord avec ça aussi? Bah oui, non, c'est sûr, c'est compliqué. Il a tellement accumulé de défaites contre Ziggler pour le titre. Dernièrement, il y a bien eu la controverse du début, mais ensuite, c'est deux défaites nettes. Du coup, c'est dur pour lui, surtout que bon, on dirait qu'il mérite quand même pas trop ça, parce que c'est quand même une certaine valeur à AEW, donc on se demande vers où il se dirige ensuite, et c'est assez vague. On a Kevin Fayez qui théorise un petit peu sur cette victoire un peu sèche de Ziggler. Bon, déjà il dit que le match était excellent mais un peu trop court. Il dit qu'apparemment ce serait peut-être une punition pour Cesaro suite à une interview où il critique les matchs Orton contre Cena. Ah, c'est vrai, oui, il a dit, il en avait plus que marre. Je sais pas si la WWE est encore à ce niveau maintenant. Bah, j'ai vu ça aujourd'hui.
Je l'ai Ouais, lu c'est en une tout cas. possibilité. Ouais. Donc, Ouais, après bon, savoir si c'est vraiment ça, on sait pas, on pourra ça jamais savoir, mais c'est une possibilité. Après, Cesaro a été très bon sur la deuxième manche, hein. Il se fait avoir sur la fin, mais moi j'ai trouvé qu'il a été très bon. Donc à tout moment, je pense que Cesaro, on peut le remettre très bien. Ça va très vite, hein, le booking. Donc s'il enchaîne 2-3 victoires, après il est relancé. Hein. Alors, comme vous l'entendez, Kevin vient d'arriver. Et Kevin, il vient de Marseille, et à Marseille, il y a Sigal qui chante. Est-ce que Kevin a envie de parler de Ziggler Cesaro ou est-ce qu'il est en train de faire son installation technique? Ah bah écoute, c'était le bonheur. C'était vraiment très plaisant à voir. Après, je pense que comme beaucoup, j'ai été surpris du 2-0 direct. Mais sinon, non, franchement, je me suis bien régalé. Content de voir Ziggler à nouveau un peu plus haut que ce qu'il était avant, même s'il fait l'opener. Et puis, ma foi, écoute, non, rien de plus à rajouter. C'est un bon début de show, ça met bien dans le jambe. Et le côté technique des deux hommes a bien été mis en avant, donc l'idéal. Bah, je crois qu'on a tout dit sur ce match. On va pouvoir passer à la suite, messieurs, avec un match passionnant entre Nikki Bella et Brie Bella. La première battant la seconde. C'était un match en simple dont la stipulation était que la perdante deviendrait l'assistante de l'autre pendant 1 mois. Donc du coup, Brie Bella va devoir assister sa sœur pendant un bon mois. On a d'ailleurs vu dans un segment un peu plus loin dans le show, Brie Bella qui avait dû préparer un smoothie, je crois, je sais pas comment ça s'appelle cette boisson, enfin bref, une boisson que sa sœur lui a agréablement versée sur le visage. Comme ces segments vont être joyeux. Bruce T, toi qui adores les divas, allez. Bah oui, les Bella en plus j'adore, surtout parce que j'adore Philadelphie. On fait d'ailleurs un petit coucou on fait un coucou à Gus qui est en train de charger du Twitter et vu que c'est Nikki Bella, on lui fait un sacré coucou. C'est vrai, c'est un admirateur, donc il a dû être content de cette victoire en effet. Après, je suis un peu surpris de cette victoire. C'est vrai que perso, moi, j'avais mis, bon, vous avez peut-être vu d'ailleurs sur le site avec Voxcatch que perso j'avais mis Brie, donc j'étais assez surpris du résultat final finalement. Donc du coup, ils vont jouer un truc avec Cendrillon, en gros, ça va être un peu ça. Et sinon, le match, c'est quand même une surprise. C'est couillon quand même que forcément, on s'en fout, mais totalement. Faut le dire clairement, c'est une rivalité que n'a pas d'intérêt vraiment en télévisuel, donc un pay-per-view encore moins. C'est Seulement ça le pour Total souci. Diva. Voilà, ouais. Mais parce que franchement, ils se sont quand même bien donnés. Il y a pas grand-chose à dire là-dessus sur le contenu. Franchement, il y a bien des botches, mais honnêtement, ils ont beaucoup forcé. Je me dis même que c'est limite leur meilleur match à L2, donc c'est pour dire à ce point-là, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Totalement. Je vais passer à Sam en lui posant une autre question, en demandant si la WWE est pas trop en train de tirer sur la corde du Yes Movement avec Brie Bella. Moi, j'ai envie de dire qu'ils ont un peu raison quand même de le faire, parce qu'on sait que c'est la compagne de Daniel Bryan. Daniel Bryan est absent pour un temps indéterminé, donc ce serait dommage de laisser mourir un peu le mouvement du Yes Movement là. Donc ouais, moi je pense qu'ils ont raison de capitaliser là-dessus. Après, ça fonctionne pas énormément. Dès que Brie Bella lance le chant, les fans suivent, mais ils n'ont pas vraiment un intérêt quelconque dans Brie Bella, quoi. Après, moi, le match, je suis d'accord avec Bruce T. J'ai trouvé que les deux catcheuses sont quand même assez impliquées dans le combat, donc elles sont assez limitées dans le ring, mais elles se sont impliquées et elles ont réussi à sortir un truc assez correct finalement. Et le résultat du match, par contre, là, il n'y avait pas de doute parce que vu la stipulation, il faut que ce soit une heel qui domine une face, et donc c'est tout à fait logique. Je pense pas qu'il y aura beaucoup plus à ajouter sur ce match. Donc je vous propose de passer tout de suite à la suite avec Goldust et Stardust qui battent les Usos pour conserver leur titre tag team. Le match a duré 10 minutes 19. Du coup, vu que Seb vient de parler, ça va être Thierry qui va se lancer sur ce match. Oui, bah perso, je trouve qu'ils font toujours du bon boulot ces quatre frères, c'est-à-dire les Usos, c'est Goldust et Stardust. Je commence à aimer j'aime de plus en plus justement la gimmick de ces deux personnages dorés. Je trouve qu'ils font des bons heels.
et qui font des bons champions, même si des fois leurs victoires peuvent être controversées parce que ils gagnent de manière assez douteuse. Je vais vous avouer que la fin du match, je l'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'ai juste vu qu'en fait un des Usos était sorti du ring, mais n'avait pas vu qu'apparemment son autre frère subissait le tombé. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Les Usos ont toujours fait bonne impression et pareil pour Goldust et Stardust. Content du match et content du résultat. En fait, il me semble que Goldust vire du ring un des Usos pendant que Cody Rhodes fout un petit taquet à un autre Uso pour le déstabiliser, je sais plus exactement. Ce que j'ai cru comprendre, ce qui c'est que permet c'était Goldust, l'arbitre, à en Goldust fait. de mettre. Ah ouais, peut-être l'arbitre. C'est l'arbitre qui Oui. faisait, qui disait à un des Usos de descendre du ring, Peut-être, tandis oui, ça doit être que ça. voilà. Mais j'ai pas trop compris comment ça s'est terminé. Bon, après, c'est juste la fin, quoi. Ouais, il y a une distraction et Goldust peut mettre son finisher et c'est la fin en effet. Bruno. Ben, je dirais que c'est un début assez classique et assez basique, avec une sorte de faux rythme et la foule qui réagit pas vraiment au début. Maintenant, c'est les Heels qui dominent, donc ça va de soi. C'était un peu le cas aussi pour leur match à la Nuit des Champions. Et puis au moment où Jay est rentré dans le ring, là, le match il a totalement changé. Il a vraiment apporté de la fraîcheur, Jay, j'ai trouvé, et de la folie. Et puis après, il y a eu une phase entre lui et Goldust dans le ring aussi qui a été très bonne. Ah, attends, par contre, Renaud, c'est entre Jimmy et Goldust en réalité. Ah, c'est Jimmy? Ouais. Ah bah si c'est pas lui, c'est son frère, donc c'est Jimmy. Bon bah c'est pas grave, t'as bien fait de me reprendre. Donc entre Jimmy et Goldust, ok. Ce que j'ai pas mal apprécié aussi, c'est la double souplesse arrière. Alors j'avais parlé de la souplesse tout à l'heure de Cesaro qui est magnifique, mais cette double souplesse arrière aussi qui est beaucoup plus classique puisqu'ils sont tous sur la troisième corde. Elle était très belle. Je crois que c'est les frères Uso qui l'ont fait sur les deux frères Rhodes. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est assez rare aussi de voir ça dans un match tag team où il y a deux souplesses en même temps comme ça. Donc ouais, c'était un match sympa. C'était pas un grand combat, mais c'était classique dans le terme tag team, donc c'était pas mal. Kevin, vas-y. Ça a été plutôt assez répétitif, notamment par rapport à ce qu'on avait pu voir avant et après, notamment le passage avec Goldust et Jay, je sais jamais lequel. Jimmy, donc apparemment. Jimmy, et ouais, où ça a duré quand même un bon moment. On a eu l'impression que c'était un peu un match en simple. Ça, je sais pas, ça manquait d'un petit truc en plus. Si je suis toujours fan du duo Goldust Stardust, désolé les gars. Non, Ah mais après, je te ouais, rejoins, c'était Kevin. pas- Merci. Et du coup, ouais, non, c'était pas, je sais pas, il a manqué un peu de folie dans ce match. J'avais l'impression de revoir un peu la même chose qu'on a pu voir dans d'autres pay-per-view. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'on s'habitue au style des frères Uso et des Dust Brothers, mais j'ai trouvé que ça a manqué un petit peu de panache. Après, bon, ça reste un bon match en lui-même. La fin est un peu vislarde, mais bon, rien à redire de ce côté-là, quoi. Ça colle bien au personnage. Du coup, c'est Seb qui va se retaper la question. Est-ce que il y aura encore un match avec les Usos ou est-ce qu'on va passer à un autre challenger? Je pense que c'est le moment de tourner. Hein. Les Usos ont eu leur chance, ils ont eu leur match revanche. Il faut passer à une autre équipe. Après, quelle équipe c'est toujours la même question. Hein. Qui mettre en face? Là, je pourrais pas vraiment vous répondre parce que je n'ai pas vu le dernier Raw, donc je sais Ah, il pas se trop passe ce qui rien s'est passé. autour, t'inquiète pas. Hein, Il se passe rien. c'est les titres secondaires. Hein, ils vont attendre le dernier pay-per-view, le dernier show avant d'installer le match pour le pay-per-view. T'inquiète pas. Ok, ouais, bon bah si vous voulez mon avis, ouais, il faut passer à quelqu'un d'autre. Après qui, telle est la question. Ah ouais, faut trouver une équipe de face pour affronter justement Goldust et Stardust. Et à part les Usos, je ne vois pas qui pourrait les affronter, quoi. Los Matadores. Vas-y, Bruski, enchaîne. C'est un petit troll. Mais sinon, non, vraiment, c'est bouché comme pas possible. C'est ça le problème. Et pour revenir rapidement au match, ce qui m'a quand même ennuyé, justement, c'est cette grosse séquence entre Goldust et Jimmy Uso. C'était pas mauvais, mais on n'était plus dans une configuration match par équipe. Les deux autres n'étaient plus là. Ils n'apparaissaient pas du tout. Moi, ça m'a gêné parce que ça a duré longtemps quand même. Donc c'est ça le petit problème du match. Et petit détail autrement, qui a été remarqué par JBL et puis ensuite par Mick Foley, c'est que Goldust bouge beaucoup mieux encore que il y a 15 ans par exemple. Donc lui, c'est comme avec l'âge, il est de plus en plus efficace. On en a C'est déjà comme un parlé bon ça. vin. J'ai failli le dire, mais venant de moi, ça peut pas.
Je me demande s'il fait pas C'est- le ça paraît DDP génial. yoga comme tous les bons catcheurs qui se préservent. Qui se respecte C'est fort aussi. possible. Voilà, ça c'est Thierry qui essaye de draguer Renault, donc tu vas te calmer tout de suite. Donc, voilà, et on va passer tout de suite un peu aux choses sérieuses. C'est le match entre John Cena et Randy Orton, un Hell in a Cell, hein, Renault, pour une chance au titre WWE World Heavyweight. Et ce match a duré 25 minutes 51 secondes et je vais demander à Kevin son avis sur ce match. Oh, mais quelle purge. C'était chiant. C'était chiant. Et ça, en même temps, c'est bizarre parce qu'on se rend pas compte que ça dure 25 minutes. Mais il y avait rien. À part le final, ouais, qui est un peu sympa avec la table et tout ça, mais c'était du grand classique. Du et 2009, vas-y que je te fais. Euh, Ouais, c'est ça. C'était Retour vers le futur, hein, un petit peu. Ouais. Exactement, quoi. Vas-y que je te place le petit coup spécial et vas-y que je te contre avec le RKO et vas-y que je te fais l'attitude assessment. Voilà, du grand classique. Mais à part les tables Du et coup, les escaliers, il y avait rien de C'était nouveau. terriblement ennuyeux. Ouais, non. Et finalement, d'un côté, c'était bien aussi parce que, comme l'a dit Christophe Agius, ça nous promettait du coup de nous mettre le Rollins et Ambrose en main event. Et ça, c'était génial par contre. Mais on y reviendra. Oui, on y J'en reviendra. doute pas. Oui, bah quand même, hein, on fait tout le pay-per-view. Renault, vas-y. Ouais, donc déjà c'est la 10e fois qu'ils s'affrontaient en pay-per-view les deux. 10 fois c'est énorme. Donc la première fois qu'ils se sont rencontrés c'était en 2007. D'ailleurs, Ouais. je me permets de te couper un petit Vas-y. peu. Juste avant, ils ont fait des vidéos de promo en comparant le John Cena Randy Orton à Bret Hart, Shawn Michaels et Stone Cold Steve Austin contre The Rock. C'était quand même assez perché hein, de vouloir absolument comparer ce match-là à ces rivalités peut-être, je trouve. C'était faire un gros doigt d'honneur aux autres. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Vas-y Renaud, je t'en prie. Désolé. Ouais. de t'avoir coupé. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, en fait, moi, je l'ai trouvé plutôt bon dans sa globalité. Et, franchement, je me suis même replongé sur le 2009 là pour le bien de l'émission. Et oui, je suis un grand professionnel, monsieur. Mais quel taré. Je suis un grand malade. Je peux te dire que le 2009, là, quand on parle de purge, on parle vraiment de vraie purge, puisque le 2009, la cage, elle sert totalement à rien. Alors là, elle sert pas non plus à grand chose, mais sincèrement, en 2009, l'acting de John Cena avait été hyper mauvais. Et je parle même pas du kick tout pourri de Randy Orton pour terminer le match, parce qu'il avait terminé le match sur son fameux kick là. C'était vraiment hyper mal vendu par John Cena. Le kick il avait été tout pourrave et le combat s'est terminé comme ça. Là, je trouve qu'on est déjà plus dans un Hell in the Cell, un peu plus conforme au vrai Hell in the Cell. C'est-à-dire que déjà, ça se termine avec le hey à travers la table de la deuxième corde. Ça c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est un petit plus. Et de toute façon, fallait pas s'attendre à plus de ces deux-là d'un côté. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt propre dans l'ensemble, mais ça se laisse regarder. Après bon voilà, c'est du Cena Orton. Hein. De toute façon ils peuvent plus rien nous proposer de nouveau. Et ce que je voulais dire aussi très vite, c'est tous ceux qui s'enflamment en disant ah Randy Orton il a contré le Heavy en faisant son RKO. C'est du jamais vu, c'est incroyable et tout. Sauf, Ils ont fait ça plusieurs fois. Ouais, ils ont fait ça plusieurs fois, c'est clair, notamment. Ils font ça dès qu'ils se recroisent en fait, c'est ça qui est. C'est ça, et notamment un soir assez marquant. C'est peut-être la première fois qu'il avait fait justement. C'était en 2010 où ils s'étaient rencontrés à Raw dans un match de table où il fallait donc passer l'adversaire à travers la table et il avait contré un AA en RKO et c'est Cena qui avait perdu. Donc c'est pas nouveau. C'est bien de l'avoir fait. Hein. Je dis pas que c'est beau à voir d'ailleurs les replays et tout, mais c'est pas nouveau quoi. Voilà. Mais ce qui a été mal fait, c'est justement dans le petit clip là dont parlait Pierre avant, qui a été diffusé avant le match. Je me rappelle qu'ils ont montré justement cette prise de Orton qui a contré le AA en RKO. Et pour certains fans, dont moi, j'avoue, je me rappelais même plus qu'il avait déjà fait ça dans le passé. Et donc là, l'effet de surprise est perdu pour le match qui suit. Donc de ce côté-là, c'est assez dommage. Brucey. Je vais faire juste le petit détail technique que j'ai fait mon Kevin en gros, parce que moi je m'attendais en fait à ce que ce match précède le main event. Bon, je me doutais que ça serait Seth Rollins et Ambrose, parce que je me disais ils vont pas bouger deux fois la l'innocelle en réalité, voilà. Et bah ils l'ont fait. Donc ça c'est pour le petit détail. Mais c'est pas la première fois Brucey qui le bouge là. Non, je sais, mais bon, je me disais un petit peu de fainéantise. Il me semble que justement l'année du Randy Orton John Cena, t'as aussi Undertaker Punk et t'as aussi plus tard
D-Generation X contre la Legacy dans la même soirée. Exactement. Donc ça fait quand même 3 matchs où il semble qu'ils ont bougé à chaque fois à la cage. C'est pas ça. si long que mais ça. justement, je me disais là un peu d'économie d'effort, mais voilà, c'est bien, il y a des costauds. Et non, sinon je partage l'avis de Renaud, donc là j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Et puis ce qui fait peur, c'est que vu qu'ils sont à égalité maintenant au bilan, on le sait que c'est garanti qu'il y aura dans le futur encore un autre match en pay-per-view. Et là ce sera le dernier une bonne fois pour toutes. Ils nous ont déjà vendu celui-là comme le dernier une bonne fois pour toutes, alors que ce sera pas le cas. 100 time in a lifetime. Ah, c'est pire que Freddy Krueger, ça revient à chaque fois. Ouais. Tiens Thierry, je vais lui poser un petit peu la colle. On a du coup ce match parce que Brock Lesnar n'est pas là. Et l'absence de Brock Lesnar pourrait bien se prolonger jusqu'en 2015 parce que pour Survivor Series, nous n'avons pas un match pour le titre, mais nous avons un match traditionnel impliquant John Cena. Donc forcément, il n'y aura pas de match pour le titre. Est-ce que c'est préjudiciable pour la WWE de garder un mec part-timer aussi longtemps loin des rings? Au début, je comprenais, j'acceptais le fait que Brock Lesnar soit, à temps partiel, c'est-à-dire qu'on le voit de temps en temps à quelques euros. Éventuellement, mais au moins qu'il participe au pay-per-view. Là, il ne participe même pas au pay-per-view à l'INSL. Voilà, et en plus, on apprend qu'il va une fois de plus affronter John Cena. Voilà, j'imagine que, justement, si ça va pas se faire au Survivor Series, ça va peut-être se faire à TLC. Mais voilà, au début, je pouvais le comprendre, son absence avec les belles promos de Paul Heyman lors de Raw. Mais voilà, c'est le genre de catch, un peu comme le Rock. Quand le Rock a été champion, c'était ça. Il participait que rarement au show de Raw, si ce n'est que par satellite, mais il ne faisait aucun match. Et voilà, il faisait peu de pay-per-view. Mais voilà, à quoi s'attendre par la suite, si ce n'est des promos de Paul Heyman pour dire John Cena va perdre. Voilà, je suis un petit peu déçu qu'ils fassent ça, mais j'espère qu'ils vont au moins se rattraper pour le prochain match. Même si Paul Heyman le fera avec talent, bien sûr, évidemment. Ouais, mais ça change rien au fait qu'il soit pas là, quoi. Quelque chose à rajouter, messieurs? Peut-être pas sur l'absence de Brock Lesnar particulièrement. Si, peut-être en parlant au niveau du match de l'INSL, je sais pas pourquoi, mais la WWE est très marquée sur le out of nowhere de Randy Orton avec le RKO. Même Téléfoot. Voilà, avec Téléfoot le Téléfoot. qui avait dit que c'était le finisher s'appelait le RKO out of nowhere. Voilà, donc du coup, c'est devenu la nouvelle mode de dire le out of nowhere pour Randy Orton, et même si le RKO, le attitude adjustment contre un RKO, c'est pas la première fois qu'il le faisait, c'est quand même plaisant de le voir. Et puis c'est les célébrations maintenant footballistiques, c'est devenu très populaire le RKO, un peu au hasard en fait, c'était un peu bizarre. Mais on va arrêter avec ce match et on va passer au prochain avec Rousseff. Donc Alexander Rousseff qui bat le Big Show en 7 minutes 52, toujours assisté de Lana pour Rousseff, et le Big Show en fait c'est suite à une sorte de distraction de Mark Henry qui vient avec les mains qui le démangent pas mal autour de Rousseff, et au final Rousseff colle un high kick à Mark Henry et met sa prise de soumission au Big Show, donc double tarif, et victoire de Rousseff qui encore une fois garde sa streak. Est toujours invaincu. En tout cas, invaincu, il n'a jamais pris de tombée. Voilà. Brusty. C'est assez surprenant justement qu'ils aient fait comme ça, parce qu'en fait, on s'attendait vraiment, tout le monde s'y attendait, je pense, à ce que Mark Henry intervienne, mais dans le sens après justement se retourner, se disputer franchement avec Big Show, ce qu'on a vu le lendemain à Raw clairement. Et ça aurait pu se faire là, alors que finalement, non, c'était plus une présence, et puis à l'arrivée il a pris le kick. Big Show il a été battu quand même assez nettement. Après le match, c'était pas fameux, il y avait juste une prise de soumission bien trouvée de Big Show, j'ai trouvé, mais après c'est pas terrible. Puis c'est toujours le même système de nous Européens, de voir ce genre de rivalité spéciale USA. On s'en fout un peu, faut être honnête. Donc s'il y avait pas Lana, ce serait encore pire. Ouais, après voilà. C'était normal le résultat finalement, mais la manière m'a un peu surpris finalement. Voilà. Kevin. Je pensais qu'avec le Big Show, vu le passé, ils allaient enfin mettre fin à la streak de Rousseff. Et puis en fait non. Et puis en fait, comme d'habitude, on s'est fait chier, parce que du coup,
Rousseff a encore gagné, même si Lana a eu l'air d'avoir un petit peu moins d'influence dans la rencontre, à part le moment où elle lui prodigue des conseils pour venir attraper la corde. Mais sinon après le reste, ça a été dans le même style qu'avec Marc-Henri. Ça a été du poids lourd contre poids lourd et bon, ça a manqué. Il me semble qu'à un moment le Big Show fait un chokeslam sur Rousseff, si mes souvenirs sont bons. Et ça aurait pu donner la fin de l'histoire, mais bon, finalement on reste dans le classique. Quand Rousseff a gagné, je me suis dit tiens, finalement, et si Cena n'était pas mis désormais dans la rivalité et on laisse gagner Orton, ce qui aurait pu changer un petit peu les plans. Mais là du coup je sais vraiment pas qui Rousseff va affronter, parce que bon, finalement s'il les élimine tous, Le Rock. Ouais, Zero aussi, pourquoi pas, ouais. Ouais, il resterait Sheamus, parce que bon, le Rock, ça fait un peu gros, Un peu peut-être. gros, oui. John Cena. Ouais. Ça sera Sheamus au mais- prochain pay-per-view. C'était justement Ouais, la question que j'allais vous demander, c'est qui pour vaincre Rousseff? Est-ce que quelqu'un, parce que là ils ont un peu épuisé leur stock de patriotes. Pourquoi quoi, Sheamus soit Sheamus, bien. il est Non. irlandais, ouais. En Il plus, reste, voilà. il reste le patriote ultime, John Cena, le Marine et C'est compagnie. John Cena qui le Ouais, mais battra. il est pris. Hmm. Il est pris. Oui, Donc, en mais il attendant, sera il pas faut- pris tout le temps. Mais Rousseff, en attendant, il va continuer à battre des gens. hein. Ah bah, je vais te répondre, Kevin, pourquoi Sheamus? Ben, tout simplement parce que c'est le champion des États-Unis et que si Rousseff se pavane avec la ceinture des États-Unis, ça colle parfaitement à la gimmick. Exactement. Ça, c'est pas faux. Donc, à mon avis, c'est la prochaine étape, c'est la capture du titre US pour Rousseff. Ce serait Pourquoi la suite pas logique, en tout cas. Enfin, par contre, Sébastien, c'est une petite remarque, on préférait que ce soit quand même Lana qui se pavane. C'est pas faux. Évidemment, comme d'habitude. Thierry, je crois que tu n'as pas encore parlé sur ce match. Bah, moi, le résultat ne m'a pas du tout surpris. Déjà, je vais revenir sur ce que disait Brousty, pourquoi Henry n'a pas trahi Big Show lors du pay-per-view. Peut-être pour que justement garder cette victoire nette de Rousseff sur Big Show. Et justement, pour moi, la WWE nous a spoilé celui qui briserait la streak de Rousseff. Pour moi, c'est le Rock. Voilà, on le voit intervenir où il dit qu'il va s'entraîner, enfin qu'il s'entraîne et que du coup il va un peu les calmer, mais après il n'y a pas eu de suite. Moi je le sens venir gros comme une maison, c'est-à-dire Rousseff qui continue sa série d'invincibilité jusqu'à WrestleMania 31, jusqu'à ce qu'on ait le match, ou éventuellement avant, peut-être le Royal Rumble ou Elimination Chamber, et jusqu'à ce qu'on ait le match avec le Rock et que le Rock brise la streak. Parce que John Cena, moi je le vois trop occupé avec le titre WWE et l'autorité, parce que même s'il n'est pas occupé avec le titre de la WWE, il aura toujours l'autorité sur le dos. Donc au niveau du contenu du match, oui, je dirais que plutôt sympa la prise de soumission qu'avait fait Big Show, mais sinon dans l'ensemble, ouais, c'est un petit peu bof quoi. Ça risque quand même d'être très compliqué d'attendre WrestleMania pour que Rousseff soit battu, quoi. Et ça ferait Mettre un an une série d'invincibilité, d'invincibilité d'un an, ça fait quand même très très long. D'ailleurs, tu disais que c'était prévisible, justement dans notre prédiction, les 4 qui s'étaient chargés, dont ma personne, on avait mis une victoire de Rousseff justement sur les prédictions de Wrestlers Radio sur le site. J'ai pas eu le temps de les faire, mais j'aurais marqué aussi la victoire Voilà. de Rousseff. Donc ça ferait pour 5, cette prédiction. mais voilà. Donc oui, Pierre peut. oui, vas-y Renaud. Vas-y. Chaque mois de gagner, donc on fait même plus attention. Quand même, il a battu Big Show, donc bon, même si Big Show il est plus trop booké ces derniers temps comme un super main event, tout ça, il reste quand même le catcheur le plus important au niveau CV par rapport aux victoires de Rousseff. Ce que je voulais dire aussi, c'est s'il bat Sheamus, de toute façon, il va partir en feud avec Sheamus sur quelques pay-per-view, je pense. Donc parce qu'il y aura après le match retour, donc ça va se faire sur plusieurs pay-per-view. Je pense qu'il peut largement être occupé sur plusieurs pay-per-view Rousseff. Et après, oui, pourquoi pas Thierry, ouais, pourquoi pas contre le Rock ou contre John Cena. Mais déjà, ouais, je voulais juste qu'on se rende compte tout de même de sa victoire sur le Big Show. Big Show, ça reste un gros CV. Ça monte de plus en plus. Après, s'il arrive à choper un titre derrière comme le titre US, ça peut être intéressant pour l'avenir. D'ailleurs, je vais saluer au passage quelqu'un qui est sur le chat de YouTube, qui est MP, donc Maxime qui est là, qui est sur le chat. Donc on lui fait un coucou, il est plus sur SS Radio parce qu'il a plus trop de temps, mais il est là ce soir et du coup ça fait plaisir. Et lui il dit que la rivalité fait toujours bien réagir la foule, ça c'est clair, ça c'est quelque chose qu'on peut pas retirer à Rousseff ou à cette rivalité, c'est qu'elle fait réagir, quoi. C'est sûr et certain. Vive le patriotisme américain. Et je rajouterais, en plus tu le fais au Texas, alors là c'est remarquable. Ah oui, bah au Texas, alors là, plus patriote qu'eux, je crois que ça va être très difficile de trouver ça
Aux États-Unis, je vous propose de passer à la suite parce que voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette rivalité. Et du coup, on va s'attaquer au match pour le titre des États-Unis entre Sheamus et The Miz. Donc Sheamus qui était champion et qui a conservé sa ceinture en 8 minutes 17. The Miz toujours accompagné de ce cher Mizdo. Je sais pas trop comment on dit, mais je pense que c'est comme ça. Ouais. Et on va commencer avec Thierry. Tiens, ça a duré. Pour moi, Mizdo, c'est le nouveau Santino Marella de la WWE, tellement il est ridicule. C'est vilain Pendant- pour Damien Sandow, ça. Oh là là. C'est méchant. Non mais c'est triste à dire, mais franchement, pendant tout le match, je n'arrivais pas pour vous dire, je n'arrivais pas à me concentrer dans le match parce que j'étais toujours focalisé sur ce que faisait Mizdo, tellement c'est ridicule. Et La caméra aussi, limite j'étais entre l'énervement de ce qu'il faisait faire à Mizdo, parce que voilà, Damien Sandow pour moi c'était limite un des futurs WWE. J'étais entre l'énervement et le rire parce qu'il faisait tellement des trucs cons que voilà quoi, ça malheureusement ça me faisait rire, et donc du coup je me suis dit bah ça y est, c'est le nouveau Santino Marella quoi. Ouais, ça reste du bon comédie wrestling quand même. Hein. Enfin voilà, hein, je dis ça vite fait. Par contre, c'est vrai que la caméra se concentrait beaucoup sur Mizdo. D'ailleurs, même le public a chanté un moment Mizdo Ouais, Mizdo Mizdo ils ont is chanté ça, awesome, le public, voilà. donc c'est pour dire. Kevin. Voilà. Pareil, du même avis aussi. La rencontre, elle était là pour Mizdo, qui a fait le show, qui a fait le spectacle et finalement qui a occulté complètement la rencontre. On regardait plus lui que tout le reste. Et du coup, c'est un peu dommage pour le Miz, mais c'est tellement génial pour Damien Sandow qui enchaînait les rôles de très mauvais goût depuis un bon moment. Ça leur donne de l'intérêt. Après, au niveau du match, du coup, bah finalement, ouais, j'en ai pas beaucoup de souvenirs parce que c'était tout concentré sur Damien Sandow et ouais, non, le YMCA de Sheamus c'est sympathique, mais enfin bon, Voilà. Oui, ça, après le ça match. relèvera pas le niveau. C'est vrai. Après le match, Ouais, il y c'était avait vraiment Sheamus qui profite du fait que Damien Sandow recopie tout ce que The Miz fait pour faire un YMCA, un The Miz qui était dans les vapes. Ah oui. Et du coup, on a eu droit à un YMCA un peu bizarre. Voilà, c'était marrant ça. Et puis en plus, il a mis un Brock Kick ensuite au Miz et du coup, Oui. Mizdo, il a fait comme s'il avait pris le Brock Kick et puis c'est l'arbitre en fait, il s'est il s'est agenouillé pour voir comment Mizdo allait, pas le Miz. Mais est-ce que Mizdo, c'est un peu un symbole du gros échec du Miz, Renaud? Ouais, c'est dur parce que le Miz il avait tellement perdu en personnage qu'ils essayent après de relever peut-être le niveau avec Mizdo à côté, mais je sais pas quoi te répondre parce qu'on est tellement focalisé sur le Mizdo en fait au final que c'est vrai le match après le match bon le peu que j'ai vu parce que j'étais moi aussi totalement focalisé sur le Mizdo, le match il était plutôt correct quoi entre Sheamus et le Miz, ils ont déjà fait aussi en weekly, c'est toujours correct, mais ouais, c'est surtout le Mizdo. En fait, là, on est tous maintenant focalisés sur le Mizdo. Et peut-être, pourquoi pas, qu'ils deviennent champions aussi par équipe. Là, c'est pas d'actualité du tout, puisque les champions par équipe en plus sont heal, mais pourquoi pas plus tard qu'ils soient champions par équipe, ça pourrait être pas mal, avec une ceinture jumelle aussi, donc ça pourrait le faire. Par contre, je reviens juste sur ce que j'ai dit lors du Late Night Wrestles où j'étais avec Brusty et Thierry, où j'avais dit que je trouvais Damien Sandow totalement ridicule. Bon, là, il est toujours ridicule, mais il est tellement bon. C'est tellement divertissant, c'est tellement drôle que... C'est-à-dire que c'est un peu la suite logique des séries d'imitation qu'il avait fait entre Davy Crockett, tout ça, et les séries Raw. Ouais. Finalement, qui retombe encore dans un personnage d'imitateur, un peu Ouais, c'est plus vrai. permanent, c'est peut-être un peu mieux pour lui. Et puis, bon, de toute façon, il est excellent, quoi. Il a quand même, ouais, il est excellent, franchement. Et il a quand même une sacrée aura pour le comedy wrestling, même quand il faisait, je me souviens du segment entre lui et puis Generation X, ça avait bien fonctionné parce que justement, il rentrait bien dans le jeu de la comédie, il me semble. Seb, qu'est-ce que t'as pensé du match, de Mizdo, de tout? Ouais, bah moi comme vous, je me suis concentré surtout sur Mizdo. D'ailleurs, je pense que sur le court voire moyen terme, il y aura forcément une rivalité qui va opposer Miz à Mizdo, parce que là Mizdo il est très over auprès du public. Ça prend de plus en plus et forcément le Miz va à un moment se retourner contre lui. Je n'imagine pas un instant que ça n'arrive pas. Et donc ce serait le premier run de Damien Sandow en face, hein, puisque jusqu'à présent il était toujours heel. Sinon, ouais, le match, il est juste correct, hein, il est ce qu'il est, rien de mémorable, mais pas non plus dégueulasse. Et je vais juste conclure avec deux petites statistiques que j'ai cherchées. Alors, faut savoir que sur le pay-per-view Hell in a Cell, le Miz n'a jamais gagné, il a tout le temps perdu. Il a participé 4 fois dans ce pay-per-view et 4 fois il a perdu.
Et autre truc que j'ai cherché, c'était à quand remonter la dernière défaite de Sheamus en match 1 contre 1 en pay-per-view. Et figurez-vous que c'était à Hell in a Cell 2012, donc ça remonte quand même à un certain temps. Excuse-moi, je suis en train de rire parce que entre Hell in the Cell avec Renault et puis là on a Hell in a Cell avec... Oh là là. Vous êtes magiques les mecs. Enfermez-nous. Ouais, c'est magnifique. Enfermez-nous dans le Hell in the Cell ou à Cell. Ouais, Cell. Un petit peu Ouais, c'était c'était contre le Big Show ce match, Seb, et ça avait été un des c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà, ça avait été un des meilleurs combats de l'année 2012, pas le meilleur combat bien sûr, mais vraiment dans le top 5 ou top 10. Très très bon match. Il y a Benoît Liévin, je crois, ou Liévin, je sais pas, sur Twitter qui disait que Misdo avait volé le show, ce qui est tout à fait vrai parce que là, sur le match, vous l'avez bien vu avec les réactions de nos chroniqueurs, bah on était tous concentrés sur Misdo et pas sur le match en lui-même, quoi, finalement. Après Pierre, la WWE fait tout aussi pour qu'on se concentre sur Oui, Misdo. parce qu'il y avait la réalisation qui était tout le Bien temps sûr. concentrée sur lui. Enfin Voilà. voilà, quoi. Les commentaires s'étaient tournés sur Misdo avec Michael Cole qui disait toutes les 2 minutes, regardez ce qu'il fait. Donc voilà, c'est le prochain match, c'est un match pour le titre des Divas, celui entre AJ Lee qui était championne et qui l'est toujours vu qu'elle a battu Paige en 6 minutes 20. Brucey, vas-y. L'impression de voir un peu le même match à chaque fois parce que mine de rien, ça doit faire la 5e fois il me semble qu'elles s'affrontent pour le titre, donc forcément là je crois que c'est la dernière d'ailleurs parce que vu comment ça se finit, cette soumission très nette, la Paige n'a plus aucune chance de toute façon dans l'immédiat dans les prochaines semaines contre AJ. Déjà avant le pay-per-view où AJ disait dans les interviews qu'elle visait une autre challengeuse dans le futur, donc déjà elle anticipait un peu. Et bon après c'est toujours sur le rythme de la folie, c'est très très bien, ce sont pour moi les deux meilleures divas de la WWE, mais le problème c'est qu'il y a eu trop d'affrontements et qu'après on n'a plus de surprises et puis elles ont le même temps d'expression, forcément on va pas leur mettre 10 minutes du coup vu qu'il y a déjà eu un match féminin avant. Ça reste bon mais ensuite il y a pas grand chose à relever finalement, AJ conserve, point barre quoi. Seb. Ouais, bon, moi je suis pas non plus très très emballé par cette rivalité qui pourtant avait tout sur le papier pour nous faire rêver. Malheureusement, ça traîne, c'est pas vraiment bon, c'est pas trop dans quelle direction ça part. À un moment elles sont amies, à un moment elles sont pas amies. Ensuite on ajoute Alicia Fox dans l'équation. Enfin il y a vraiment pas une ligne fixe dans cette rivalité et je trouve que ça se ressent dans les performances et on a juste envie d'une seule chose, c'est que ça passe à la prochaine rivalité et que ça se termine. Donc c'est dommage, je pensais pas que j'allais dire ça un jour, tellement j'en attendais de cette rivalité, mais voilà, malheureusement elle est ce qu'elle est. J'avais juste un truc à ajouter. C'est qu'il paraît que qu'aucune diva étant dans Total Diva ne peut être championne diva. Le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, la seule Maintenant, qui il y a n'y est que pas, Adjili qui n'y est pas. Elana. C'est tout, sinon. Ah ouais, la seule autre qu'Adji qui n'y est pas, oui. En effet. Emma aussi, oui. Emma aussi n'est pas dans Total Divas. Ah, c'est vrai. Le retour d'Emma, la voleuse de coq iPhone, peut-être. Je ne sais pas. Ou iPad, je ne sais plus, mais enfin bref. Donc c'est pas de la coque tout court. Oui, voilà. C'est une sale habitude chez les catcheurs, ça. Et Bref, oui, voilà. Kevin, finissons-en avec ce match. Le match des divas, bah écoute, trop court malheureusement et un peu trop répétitif aussi. Mais bon après, ça reste quand même de bon niveau par rapport à ce qu'on avait vu il y a bien longtemps. Donc on est dans une bonne moyenne, surtout avec les deux sur le ring. On parle bien du bon match, hein, parce qu'il y a l'autre aussi, Brinity. Oui. Bah, Oui, de toute façon, PJJ, les deux durent 6 minutes 20. Vous vous rendez compte quand même que dans un pay-per-view, on a 12 minutes 40 consacrées aux divas. Ouais, c'était pareil, Ça, franchement, il y a encore 6 mois, on l'aurait jamais dit. SummerSlam, Pierre. SummerSlam aussi, oui, et je veux dire, voilà, depuis SummerSlam, ok, mais avant, il n'y avait pas autant de temps consacré aux divas. Alors, je ne sais pas. Après, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ouais, vite fait. Ouais, vas-y. Allez. Ouais. Attends, t'as quelque chose à dire sur les Je vais divas? tenter. Attention. Oui. Je voulais dire déjà que, pour ma part, j'ai trouvé le combat un poil au-dessus de ce qu'elles avaient proposé. Ah, parce que tu l'as regardé. Ah bah attends, écoute. Ah, professionnel. Quel Ah exploit. oui, voilà.
Attendez, vous rigolez ou quoi? Et aussi, je voulais dire que j'ai l'impression tout de même qu'elles sont un petit peu surcotées, quoi. Paige et Jay, ce sont des très bonnes catcheuses, mais non, on a toujours l'impression à chaque fois d'entendre les gens dire, ah, vous allez voir, allez, prochain pay-per-view, elles vont nous sortir The Match. À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, on entend, vous allez voir, ah, peut-être le prochain. À chaque fois, c'est exactement la même. Je pense qu'il faut vraiment plus s'attendre à ça. Faut regarder les Paige et Jay comme ils nous le proposent et pas se fier, pas se dire, ah, ça va être énorme. De toute façon, vu le temps qu'elles ont, elles peuvent pas non plus faire mieux, donc. C'est clair. Voilà, c'est mon avis, hein. Je suis totalement d'accord. C'est ce que j'aurais pu dire. Il y a MP sur le chat qui est en train de dire que le micro de Kevin fonctionne sous Windows 95. Donc voilà, hein, Kevin aussi prépare le Vintage Wrestles. Oh oui. On va le retrouver plus tard. Du coup, on va s'attaquer au main event. Du coup, avec le match que l'on attendait tous, hein, celui qui nous avait foutu l'eau à la bouche depuis un certain moment. Et donc c'est Seth Rollins qui bat Dean Ambrose en Hell in a Cell suite à l'intervention de Bray Wyatt dans un retour. Voilà, les hologrammes plus jamais. Voilà. Et le match en lui-même a duré 13 minutes 50. Mais bon, avant il y a tout un passage où justement Dean Ambrose se fait Mick Foley en montant directement sur la cage, il y a la chute depuis la cage, etc. Enfin bref, il y a tout un passage avant qui, à mon avis, n'est pas compté dans le match, mais le match en lui-même, une fois à l'intérieur de la cage, a duré 13 minutes 50. Renaud, à toi. Ouais, alors ça part à fond sur le haut de la cage. Après, il y a la fameuse chute sur les deux tables. Et malheureusement, il y a le passage assez long avec les civières, tout ça, ça casse un peu le truc, mais ça nous permet aussi de revoir les replays de la chute des deux catcheurs, qui est d'ailleurs assez rare parce que des chutes dans ce sens-là, de dos comme ça, c'est assez rare. Je me souviens de Shawn Michaels qui en a fait une un peu dans le même genre à Bad Blood 97. C'était d'ailleurs le premier Hell in the Cell de l'histoire. C'était contre Undertaker. Et ça me fait surtout penser à une chute de Vince McMahon. Ouais, Vince McMahon. Donc là, c'est assez hallucinant. Qui était tombé comme ça. Alors c'était pas en match Hell in the Cell, c'était dans une cage normale. Enfin, c'était les cages de l'époque, pas celle qui a le grillage. Ouais, c'était un steel cage, mais steel cage cage dur. Tu vois, il n'y a pas le grillage comme il y a maintenant. Et c'était au pay-per-view Massacre à la Saint-Valentin en 99 contre Steve Austin. C'était pas avec Big Show? Ouais, Big Show était venu à la fin du match, il était sorti sous le ring, comme il faisait Kane des fois, ou Sting l'a déjà fait. Mais c'était dans un match contre Stone Cold Steve Austin en 99. Il avait chuté comme ça en arrière, il était sur le haut de la cage. Il avait chuté en arrière, il était retombé sur la table des commentateurs, mais directement sur le rebord de la table. Donc il s'était littéralement ruiné le dos. Ça m'a fait penser à ça. Après, pour revenir sur le match en lui-même, entre Dean Ambrose et Rollins, j'ai trouvé que c'était assez brutal. Et avec des gros coups de chaise, des spots à travers les tables, notamment un running powerbomb à un moment donné de Rollins sur Ambrose. Et je pense que là, ils ont été à la limite de ce qu'on peut proposer maintenant à In the Cell avec la PG era, qui est plus vraiment PG, mais officiellement oui. Enfin, je veux dire, qui est plus vraiment PG par rapport à ce qu'ils nous proposaient en 2010, tout ça. Mais je pense que là, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu au maximum des possibilités qu'on puisse faire maintenant dans les analyses de celles d'aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ça très bien. Après la fin avec Bray Wyatt me gêne un peu. Visuellement, ça m'a pas trop gêné. Bon, mais l'intervention, j'aurais préféré qu'il intervienne dans un Raw quoi, en weekly, pas sur ce match-là. Brucey. Bah oui, non, mais l'avant-match est quand même énorme, ça. Et puis c'est vrai que je suis comme Renaud, là, on touche vraiment les limites, en tout cas à ce système, parce que qui n'autorise pas de ça, donc forcément, avec vraiment une grosse brutalité, tu peux pas faire plus que ce qu'ils ont fait, à mon avis aussi, c'est vrai. Donc à partir de là, vraiment, non, c'était vraiment bon. Après, on va dire que je vais faire le rabat-joie encore, mais c'est la fin qui m'ennuie, parce que franchement... Bon, c'est assez creepy, bien sûr, le retour de Bray Wyatt. J'aurais vraiment aimé, je pense comme beaucoup, parce que ça a beaucoup trollé en général, qu'il y ait quand même une fin définitive à cette rivalité. Et là, d'un coup, on est passé du coq à l'âne directement à les zoos. On commence déjà la feud entre Wyatt et Ambrose, alors que celle de Rollins et Ambrose, qui a quand même enflammé littéralement la WWE avec une omniprésence dans tous les shows weekly, Raw et SmackDown tout le temps, même à Main Event aussi. Voilà, ça se coupe d'entrée. Et puis on arrive à la fin en fait, où Rollins, il sort vainqueur, mais on oublie presque parce que c'est vraiment Wyatt, Ambrose. Donc je le trouve dommage, ils ont sauté le pas trop vite à mon avis, et ils ont brûlé des étapes. Moi j'aurais bien voulu voir
une vraie fin bien sûr assez nette. Après, ouais, Seth Rollins vainqueur, j'avais pas mis ça, mais bon, c'était du 50-50. On a Kevin Feige qui disait que c'était un sublime match qui deviendra un classique et qui a étonnamment surpris du côté hardcore du combat, enfin toute proportion gardée vu que c'est du PG. Et ce main event représente bien l'avenir de la WWE et ce que j'ai envie de voir dans cette compagnie. Et il dit aussi que l'intervention de Wyatt casse un peu la fin, mais qui annonce quand même une sacrée rivalité entre Wyatt et Ambrose. Kevin, justement, est-ce que tu penses que c'était le bon timing pour faire revenir Bray Wyatt? Eh ben écoute, je me suis posé la question et je me pose encore la question. C'est vrai que comme beaucoup, j'aurais espéré avoir une conclusion totale entre les deux hommes, surtout que ça partait bien. C'était déjà le match de la soirée à partir du début de la rencontre, le fait qu'ils montent sur la cage, tout ça, voilà, c'était le match de la soirée. Et c'est vrai que si ça avait conclu de façon classique, je pense que ça aurait été le moment de la soirée avec voilà Hell in a Cell 2014, le Ambrose Rollins. Là du coup la fin est un peu gâchée. On reste sur notre fin énormément. Et en même temps, juste avant le match, je me disais c'est bizarre, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Bray Wyatt. Donc du coup, je sais pas, peut-être que les trois sont liés, il y a un truc mystique, une un intuition mondial. Ouais, peut-être un truc comme ça, je sais pas. Mais non, après sur le match en lui-même, enfin voilà, le match est génial, quoi. Tout se passe parfaitement bien, même si malheureusement depuis WrestleMania 30, le coup de l'évacuation par la civière, j'y crois un petit peu moins. Mais sinon, non, voilà. Après, voilà, il reste la fin avec Bray Wyatt qui poser beaucoup de questions, mais sinon sur l'ensemble, enfin c'est juste génial quoi. Rollins qui sort le tournevis, c'est, enfin quoi, il y a tout dans cette rencontre. Le problème de la civière, c'est qu'ils peuvent pas ne pas la ramener. Après une chute comme ça sur les tables d'annonceurs, je suis désolé, s'ils ramènent pas la civière et que les deux se relèvent comme si de rien n'était, ça fout un sacré coup à la crédibilité du truc. C'est pas faux. Voilà. Thierry. Très bon match. Alors c'est vrai que la fin nous a tous laissé un petit peu sur notre fin, comme je dirais. Mais déjà, je dirais que la chute pas du haut de la cage, parce que c'était vraiment pas du haut de la cage. Je dirais que c'était limite au milieu de la cage. Faut dire que la cage elle est plus haute qu'avant, Thierry aussi. Hein. C'est une nouvelle structure qu'on a, enfin une nouvelle structure depuis 2008. Il avait prise c'était pour Unforgiven, je crois. Non, Unforgiven 2006, pardon. C'est une nouvelle cage. Donc en fait, il tombe de la hauteur à peu près que les mecs tombaient à l'époque. Donc tu veux dire que ce serait de la même hauteur, par exemple, que comme Mick Foley est tombé lorsqu'il a été balancé par le Taker, quoi. C'est une possibilité. Après, je sais pas vraiment. Maintenant, Mick Foley, c'était assez surprenant. En plus, c'était par devant lui, donc il est vraiment tombé. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Juste la cage, elle est beaucoup plus haute qu'avant. Donc si les mecs ils tombent vraiment maintenant du haut de la cage, c'est trop. Ah ouais. Trop. Là, c'est peut-être limite suicidaire. Ouais, voilà. Sinon, donc je disais que ça a un petit peu coupé le début du match parce que Ambrose était parti comme une furie. Il était bien dans son domaine d'ailleurs, le hardcore qui le représente bien. Mais dans tous les cas, Dean Ambrose, Seth Rollins, ça a toujours donné des bons matchs. On les a vus dans les anciens pay-per-view, comme même dans les matchs Arrow. Donc dans tous les cas, je m'attendais à un bon match. J'ai pas été déçu. Du bon hardcore. Après, c'est vrai que comme disait Renaud Brousti, c'est vrai qu'ils ont poussé à la limite du PGRA niveau hardcore. Après, je pense que eux, ce qui les gênait plus à la WWE, c'est pas le hardcore, mais peut-être plus le sang, je pense. Je dirais plus que c'est extrême que hardcore, parce que hardcore, ça sous-entend quand même pas mal de sang, les mecs. Pour moi, c'est plutôt extrême. Ouais, c'est vrai, ouais. Peut-être plus extrême plutôt dire extrême que hardcore, parce que hardcore, ça, je pense qu'il y a quand même un truc au-dessus, quoi. Mais dans tous les cas, ouais, vas-y Thierry, excuse-moi. Dans tous les cas, au niveau de la fin, c'est vrai que dans tous les cas, j'aurais pas vu, si Seth Rollins aurait perdu face à Dean Ambrose, j'aurais pas vu la promo de Randy Orton le lendemain à Raw, c'est-à-dire que Randy Orton qui soit fâché du fait qu'il ait perdu face à John Cena et que Seth Rollins ait gagné son match face à Dean Ambrose. Je pense ils auraient pas pu lancer cette rivalité entre Orton et Seth Rollins. Et en même temps, Dean Ambrose, le fait que ce soit Bray Wyatt qui le fasse perdre, au moins il perd pas la face parce que c'est pas une victoire nette qu'a eu Seth Rollins, c'est grâce à l'intervention de Bray Wyatt. Donc disons qu'on peut dire que Dean Ambrose sort la tête haute. Mais dans tous les cas, c'est vrai que la rivalité entre les deux personnages, je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal. Et c'est vrai que comme Kevin, je me demandais à un moment quand est-ce que Bray Wyatt allait arriver. Donc peut-être que ça tombe à pic.
Après, Seb, vas-y, parce que j'allais dire un truc, mais vas-y. Il faut savoir que le pay-per-view Hell in a Cell, historiquement, c'est les heels qui terminent le pay-per-view avec une victoire, parce que sauf la première édition où DX avait battu la Legacy, après c'était tout le temps le heel qui a remporté le main event. La tendance est confirmée ce soir-là. Malheureusement, ouais, comme vous, je suis déçu qu'il n'y ait pas une fin claire dans cette rivalité. D'ailleurs, à chaque fois que Rollins et Ambrose se sont affrontés, il y avait toujours une fin un petit peu cheap ou une intervention, quelque chose. Donc c'est dommage. Mais d'un côté, ça laisse également une porte ouverte à un futur match, parce qu'à mon avis, la rivalité est en mode pause, mais elle n'est pas en mode stop. Donc c'est-à-dire qu'il y aura une suite forcément à un moment donné. Parce que Dean Ambrose peut pas rester sur un échec comme ça. Je veux dire, la feud se terminera vraiment le jour où Ambrose aura vraiment rivé les épaules clairement de Rollins. Pour moi, j'imagine pas une autre fin. Et sinon, ouais, le match en lui-même est plutôt sympa, comme vous l'avez dit, et j'ai pas grand-chose à ajouter, donc je vais être bref là-dessus. Peut-être un peu comme Daniel Bryan, retarder l'échéance pour mettre ça dans un plus gros pay-per-view. Voilà, c'est ça. Et surtout, ça risque d'être surtout une mise en parenthèse, quoi. Voilà, parce que dans l'immédiat, on le voit bien le lendemain, c'est vraiment Ambrose Wyatt à 100%. Hein. Rollins, c'est oublié. Oui, c'est clair. Du coup, je vous propose de passer aux notes. Renaud, une petite stat. Ah, vas-y Renaud. Oui, merci. Oui, c'était juste pour dire que j'ai un chiffre assez important, puisque c'est la première fois depuis 20 ans que dans le main event, ça oppose 2 catcheurs qui ont moins de 30 ans, justement. Ah oui. Puisqu'Ambrose et Rollins sont tous les deux 28 ans. Et la dernière fois que c'était arrivé, c'était au Survivor Series 94, entre l'Undertaker 28 ans et Yokozuna 29 ans. Donc ça faisait 20 ans que les deux main eventers, deux gars qui finissaient le pay-per-view, n'avaient pas 30 ans. Vous avez compris le truc ? Oui, t'inquiète. En gros, il y a une bonne dose de jeunesse. Bon, ça profite aussi du fait qu'il y ait des absents, hein, comme Daniel Bryan. Bien sûr. Ouais, mais c'est Roman Reigns. C'est important, quand même. Ouais, mais c'est bien comme ils disent les deux, ouais, c'est le futur, hein. Voilà. Ah oui, ça c'est clair. Alors, les notes, pendant que vous réfléchissez à vos notes, tout ça, votre analyse finale, je vais donner celle de Kevin Feige. Kevin Feige qui donne un 4,5 à ce pay-per-view, qui dit que c'est un show moyen, qui ne casse pas des briques, mais que la WWE sauve les meubles, vu la qualité médiocre des Raw précédents. Et il y a un très bon opener et un magnifique main event, et le reste c'est plutôt du classique. Pour les notes, Brousty, est-ce que je peux compter sur toi pour la calculatrice ? Oui, c'est déjà enclenché. C'est magnifique. Vas-y, donne ta note. Moi, ça sera 5. Il me semble que j'avais déjà mis ça au PPO précédent. J'ai l'impression de dire un peu la même chose, c'est-à-dire que niveau qualité in-ring, franchement, je me suis pas beaucoup ennuyé. Au final, c'était bien sérieux, il y avait rien à dire. Même le grain de folie, bien sûr, du final. Mais bon, il y a toujours un peu d'inachevé par-ci par-là, rien qu'à l'image, évidemment, cette fin de show que j'ai pas aimé, donc forcément, voilà, 5. Seb, vas-y, donne ta stat en même temps. Parce que tu as je fais juste une petite stat aussi à livrer. Faut savoir que sur le pay-per-view Hell in a Cell, les titres masculins mineurs n'ont jamais changé de main, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de changement de titre pour le titre US, intercontinental et par équipe. Voilà, c'est une petite stat à prendre sur le coin de la table si vous voulez, et si vous voulez pas, tant pis. Pour l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Pour vos pronostics. Et pour la note, je vais être bref, je vais donner un petit 5. 2-5, Renaud. Alors, je vais mettre un 7. Je vais mettre un 7 parce que j'ai trouvé l'opener très bon. Entre deux catcheurs excellents. Les deux matchs des Divas m'ont plutôt convaincu. J'ai trouvé que c'était un peu mieux. Je trouve déjà que les Bellas sont vraiment améliorées. Et AJ et Page ont fait un peu mieux, je trouve, que les autres fois. Et surtout le main event qui nous prouve, grâce à Ambrose et Rollins, que le Hell in the Cell n'est pas mort. Donc on peut toujours, même maintenant, de notre époque, faire encore des Hell in the Cell de cette qualité-là. Maintenant, ces deux gars sont aussi des barjots, donc bon. Mais ça fait plaisir. Je pensais pas en revoir un jour de cette qualité-là dans la période actuelle. Donc un bon 7, grâce surtout à ce main event. Kevin, à ton tour, quoi. Un 6,5. C'est que j'ai trouvé le main event génial. L'opener très bon aussi. Mais après, j'ai pas vibré de façon exceptionnelle. Alors j'essaie de me souvenir à Night of Champions, ça n'avait pas non plus été la folie à part les main events. Ouais, non, 6,5, parce que c'est vrai que même le Orton Cena, bon voilà, c'était du réchauffé.
Le match Ziva est correct, mais bon, rien de plus. Et ça, Seb l'a parfaitement bien expliqué. Et puis restait quoi? Ouais, le match du Mise, bon, voilà, c'était pas lui la star, c'était Sando. Alors ouais, on peut mettre 7 pour Sando et il a droit à 0,5. Mais non, on va rester sur 6,5. Ok, 6 Et vivement les Survivor Series. Peut-être. Vivement, vu les précédentes éditions. Oui, bref. c'est pas faux. Oui, voilà. Thierry. Moi, je vais mettre entre Renault et Kevin, je vais mettre 6,7. Pour faire chier mon monde, Ouais, non. t'es pas chiant, hein. Non, sérieusement, j'ai beaucoup aimé l'opener, le main event aussi, les matchs entre, c'était plutôt bon, ça allait, même si voilà, un Miz Do, c'est lui qui a fait le show pour le match entre le Miz et Sheamus, mais je trouvais que c'était un pay-per-view pas mauvais, mais j'espère qu'ils vont faire beaucoup mieux pour comme ils font chaque année, terminer l'année avec un bon pay-per-view, c'est-à-dire le pay-per-view de TLC, en espérant que la moyenne sera nettement meilleure. Donc 6,7, bon pay-per-view dans l'ensemble. Et enfin ma pomme, donc moi je vais mettre 6 à ce pay-per-view essentiellement pour le main event. L'opener ne m'a pas si enchanté que ça, j'ai bien aimé, mais je préférais la chili entre Cesaro et Sheamus. Le pay-per-view dans l'ensemble est très bien passé, j'ai passé un agréable moment en général, avec le main event qui bien sûr mettait une dose supplémentaire, mais je suis pas loin de finir par mettre une note sanction à la WWE parce qu'elle ne finit plus rien. Elle laisse toujours ses special events se terminer sur un coup un peu bizarre. La dernière fois c'était Seth Rollins qui intervenait. Ce coup-ci c'est Bray Wyatt qui fait son retour alors qu'il était absent même pas depuis même pas un mois. Donc du coup c'est voilà quoi. J'en ai un peu marre qu'on me donne pas de fin un peu conclusive à des rivalités et qu'on les laisse traîner jusqu'à ce que WrestleMania arrive. Dans l'année, il n'y a pas que WrestleMania et il faudrait que la WWE s'en rende compte. Donc 6 parce que le pay-per-view est quand même bien, mais sinon, voilà. C'est d'un avis plus général, je mettrais moins. Mais 6 quand même. Voilà. Un beau si. Oui, ça fait une moyenne précise à 5,81, j'ai enlevé au centième. C'est assez chaud, hein. C'est pas non plus dramatique, mais on est pas loin de la catastrophe quand même, hein. Bon, c'est vrai qu'on dit souvent c'est un peu limite, hein. Ouais, et on dit souvent ici que c'est à partir de 6 que c'est bon, donc c'est ric-rac là. Il y a MP qui donne une très bonne analyse, c'est-à-dire qu'il faudrait abolir le pay-per-view à thème de Hell in a Cell, parce que Hell in a Cell, comme disait Renaud, c'est quand même dramatique qu'on ait à avoir Rollins et Ambrose qui donnent un match quand même assez balèze pour qu'on dise que le Hell in a Cell revit, parce que c'est une stipulation qui a perdu totalement de sa saveur à cause de John Cena, Orton, même Undertaker, CM Punk qui était pas terrible, je me souviens. À cause de la PG, Pierre. Et pourtant, CM Punk Ryback arbitré par Maddox, c'était sympa ça. Ouais, je crois que tu vas te faire tirer bientôt, mon C'était un troll, hein. C'était un troll. Bien sûr. Mais là, c'est loin. Tu vas un peu loin, là. Donc voilà, 5,81, on verra ce que donnera Survivor Series. En attendant, on va remercier nos partenaires qui sont toujours là, toujours présents. Donc on a le site FN Lutte, les Québécois qui sont toujours là. Il y a Voxcatch sur lequel on a maintenant un site qui s'appelle wr.voxcatch.fr. Donc ce petit annexe, voilà. Et où vous pouvez retrouver les lives, les podcasts, les prédictions maintenant de pay-per-view qui seront à chaque fois présents juste avant dans la semaine du pay-per-view, voilà. Vous pouvez aussi retrouver ma review à moi de Hell in a Cell qui est sur le site. On sera aussi bientôt avec Vincent, on sera dans l'Ouest pour les fans de l'Ouest qui voudraient aller voir le show de catch West Catch Pop, voilà, par la fédération West Catch. Il y aura Brian Kenrick et Paul London, donc deux anciens WWE, TNA. Et Shana. Et Shana, il y aura Shana, il y aura Booster qui sera là, il y aura Tristan Archer, il y aura vraiment du beau monde, donc on vous conseille d'être là, peut-être même French Flavor qui a gagné les titres WXW, on en profite pour les féliciter d'ailleurs. Enfin, oui, Lucas Dino et Peter Fischer, d'ailleurs Peter Fischer prochainement en interview avec nous. Voilà, Peter Fischer qui sera bientôt avec nous.
Justement, on pourra parler de cette prise de titre qui est quand même dans la fédération allemande une bonne fédération à suivre. Du coup, les autres partenaires, on continue. On a aussi la Wrestling Evolution League qui va lancer sa saison sur de WWE 2K15 le 2 novembre, à ce que j'ai lu. On a aussi le forum Catch Asylum et on a la radio Revolt représentée par ce cher Kevin. Kevin toujours présent. Elle avance doucement, on essaye de trouver un rythme de croisière, mais on n'y arrive pas, on désespère pas. Et ça va, c'est toujours Et là. du coup, non, doucement, mais doucement. Oui. Donc n'hésitez pas à aller voir quand même donc Revolt, la radio, donc, qui est un de nos partenaires. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @RacersRadio, dont Bruce s'est chargé avec brio. Bruce pardon. Voilà. Excuse-moi Gus, parce que là il doit être derrière, il fait qu'est-ce qui se passe, enfin bref. Gus qui s'est chargé justement des tweets sur @Racers Radio, aussi sur Facebook, Racers Radio, la page, vous pouvez venir nous liker. Le compte YouTube, du coup, maintenant le live ce sera sur YouTube et exclusivement sur YouTube. Et du coup vous pouvez continuer à vous abonner quand même, parce que comme ça vous aurez les infos, vous serez tenu au courant des prochains lives. Et enfin sur iTunes, on a toujours Racers Radio, même si MP n'est plus là, on va trouver un moyen de se mettre toujours sur iTunes. Les prochains podcasts, le Vintage sur Survivor Series, vu que ça reste quand même un pay-per-view du Big Four, qui devrait sortir le lundi 17 novembre, donc dans la semaine précédant le pay-per-view qui aura lieu le 23 novembre, et du coup le prochain live aura lieu le 27 novembre, le jeudi 27 novembre. Aussi, vous n'êtes pas sans savoir, je pense, vu que vous êtes fan de catch et que vous êtes en France, que mercredi 12 novembre, il y aura le show de catch à WWE à Bercy. Et du coup, nous, le lendemain, on sera là dans le soir pour enregistrer. Et donc le vendredi, diffusion du podcast spécial Bercy. En parallèle, il y aura plusieurs interviews qui vont arriver. On a dit Peter Fisher, il y aura aussi quelques suppléments, quelques extras qui seront disponibles sur le site désormais wr.voxcatch.fr. Et on vous donnera de toute façon les infos sur le Facebook et sur le Twitter. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier, messieurs. Merci à toi. Merci à ceux qui nous ont écoutés aussi d'ailleurs. Oui, aussi ont animé le chat sur YouTube aussi. Voilà, on avait MP qui était là, mais en début de soirée, on a eu quelqu'un qui a un pseudo qui s'appelle Quasi84, Benoît Liévin qui était là. Enfin voilà, on vous remercie de nous avoir suivis aussi sur Twitter un petit peu, voilà. Et on vous dit à la prochaine, donc la prochaine fois pour Bercy, et la prochaine fois en live, ce sera pour Survivor Series. À la prochaine, tout le monde. Salut. Salut les amis.